Pour combien de postes n'avez-vous pas eu le courage de postuler cette semaine? Pas les postes qui ne correspondaient pas, mais les postes qui correspondaient. Ceux que vous avez ouverts, vous avez lus, et finalement, vous avez refermé sans envoyer votre candidature. Parce que quelque chose, une petite voix, une hésitation, un doute, vous a dit « de toute façon, ça ne va pas passer ». Ces dernières semaines, j'ai eu beaucoup de conversations, d'échanges, avec des femmes cadres. Et il y avait un pattern qui revenait, que je retrouve tout le temps, presque sans exception. Je pense par exemple à Corinne, directrice de projet, qui après 6 ans d'entrepreneuriat, un parcours riche, solide et cohérent, quand je lui ai demandé pourquoi elle avait postulé à si peu de postes, elle m'a dit, de manière très honnête, je m'auto-sabote sur certains postes en me disant que ça ne va pas passer parce qu'il faut que je démontre une expertise que je n'ai pas. Honnêtement, on ne m'a pas fait un retour en me disant que c'est un blocage, c'est ma vision à moi. Je m'appelle Jennifer Alidor, je suis diplômée de l'ESSEC, j'ai évolué dans des environnements exigeants, j'ai passé plus de 10 ans à travailler pour et avec des femmes cadres, et aujourd'hui j'ai fondé Clever pour accompagner les femmes dans leur repositionnement professionnel à l'ère de l'IA. Et si je vous parle d'auto-sabotage aujourd'hui, ce n'est pas pour vous ajouter de la culpabilité. C'est parce que, comme Corinne me l'a dit, elle m'a donné une information d'une précision rare. Le marché ne l'a pas rejetée. Elle s'est elle-même écartée. Et ça se répare. Si on sait exactement ce qui se passe. Ce que vit Corinne, ce n'est pas une anecdote, c'est une tendance documentée, mesurée et très coûteuse. 58% des femmes cadres déclarent avoir postulé à des postes en dessous de leur qualification réelle, contre 32% des hommes. Ces sources viennent de Hays France. 58%, plus d'une femme cadre sur 2, postule en dessous de ce qu'elle pourrait obtenir. Et ce n'est pas parce que le marché leur a dit non, c'est parce qu'elles ont décidé ce non, avant même d'avoir envoyé leur candidature. J'ai une conversation similaire avec Anne, directrice marketing, plus de 20 ans d'expérience à l'international. Passée par une reconversion, revenue sur le salariat, quand je lui ai demandé ce qu'elle visait comme poste, elle m'a dit « J'ai l'impression que ça dessert plus que ça me sert de dire qu'on sait faire plein de choses. Je ne suis pas très gourmande. Je demande entre 50 et 60 000 euros. 50 à 60 000 euros. Pour un profil avec plus de 20 ans d'expérience internationale. Elle a fait pourtant une reconversion sectorielle réussie. Elle a créé une entreprise qu'elle a menée à son terme. Les femmes cadres négocient en moyenne un premier salaire de 12 fois inférieur à leur homologue masculin. Et pourtant à expérience égale. Cet écart commence avant la négociation, dans le chiffre qu'elles annoncent en premier. Les biais ne commencent pas dans la salle de négociation, ils commencent dans la tête, avant le premier message, avant la première candidature et avant la première conversation. L'autosabotage silencieux ne fait pas de bruit, il ne provoque pas de conflit, il ne déclenche pas d'alerte. Il se passe dans ce moment précis, où vous lisez une offre, où vous voyez que vous correspondez, où quelque chose en vous dit « mais je n'ai pas exactement cette expérience, ils vont trouver quelqu'un de mieux, je vais perdre du temps pour rien » et vous refermez l'offre, sans avoir envoyé quoi que ce soit. Et le marché, lui, ne vous a pas rejeté, il ne vous a jamais vu. Vous pouvez vous donner 2 versions du même comportement. La solution n'est pas de forcer, de vous convaincre que vous êtes excellente ou de faire semblant d'avoir la confiance que vous n'avez pas aujourd'hui. La solution, c'est de comprendre d'où vient cette petite voix et de lui retirer son pouvoir. Voici ce que Corinne m'a dit, avec une précision remarquable. Je m'auto-sabote, je pense que c'est mon propre juge. C'est ma vision à moi. Elle a nommé quelque chose d'essentiel.
Ce n'est pas le marché qui lui dit non, c'est elle, à partir d'une croyance qui n'a jamais été testée, une croyance qui n'a jamais été validée par un retour externe, une croyance qu'elle s'est construite seule, dans sa tête, en lisant une offre. Une croyance non testée n'est pas une réalité, c'est une hypothèse. Et voici ce que je vous propose. De reprendre le cadre. Vous n'êtes pas là pour savoir si vous allez être choisi. Le recruteur fait ce travail. Votre seul travail, c'est de vous mettre en position d'être évalué. Reprenons le cas de Corinne. Version 1. L'autosabotage actif. Ce poste demande une expertise en levée de fonds. Je n'ai pas fait exactement de levée de fonds. Ils vont trouver quelqu'un de mieux, je ne postule pas. Version 2. La candidature stratégique. Ce poste demande une expertise en levée de fonds. Je n'ai pas fait exactement de levée de fonds, mais je structure le financement de diverses associations et clients. Sur 3 ans, j'ai géré des partenariats publics-privés complexes et piloté des budgets sans filet. Mon angle est différent, cet angle peut être une force. Je postule pour le vérifier. Même offre, même profil, même expérience réelle. 2 décisions radicalement différentes. Dans le premier cas, Corinne décide à la place du recruteur et dans le second, elle laisse le recruteur décider. Et voici ce que les données montrent. Les candidates qui correspondent à 60% aux critères d'une offre et qui postulent obtiennent autant de retours que celles qui correspondent à 90%. Ce qui différencie le résultat, c'est la qualité du positionnement dans la candidature. C'est pas moi qui le dis, c'est LinkedIn. 60%, pas 100%, pas 90%, juste 60% et ça suffit. Si vous savez nommer les 60% que vous avez, de façon à ce qu'ils parlent directement aux besoins du recruteur, l'autosabotage silencieux vous prive de quelque chose de très simple, la possibilité d'être vue, pas d'être parfaite, pas d'être la meilleure candidate, juste d'être vue et d'être évaluée sur ce que vous apportez réellement. C'est pourquoi l'intelligence artificielle ici joue un rôle très spécifique. Elle est l'arbitre objectif entre vous et votre croyance. L'IA va faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire seul. Elle va comparer votre profil à une offre sans filtre, sans vos préjugés, sans cette voix qui dit déjà non avant d'avoir aidé, sans cette voix qui dit déjà non avant d'avoir essayé. Voici les 3 prompts à utiliser avant chaque candidature que vous hésitez à envoyer. Prompt numéro 1. Utilisez Claude. L'objectif, obtenir un diagnostic objectif de votre adéquation à une offre. Pas votre ressenti, juste les faits. Voici une offre d'emploi. Collez l'offre complète. Voici mon parcours. Listez vos postes, responsabilités et réalisations clés en 10 lignes. Analyse objectivement. 1. Sur quels critères mon profil répond directement. 2. Sur quels critères mon profil répond indirectement ou de façon équivalente. 3. Sur quels critères il y a un vrai manque. 4. Au global, est-ce que je devrais postuler soit direct. Ce que ça produit, une évaluation externe de votre adéquation. Pas celle que vous construisez dans votre tête, celle que les faits permettent de calculer. Et dans 80% des cas, vous verrez que vous correspondez plus que vous ne le pensiez. Prompt numéro 2. Utilisez Claude encore. L'objectif, reformuler votre expérience pour qu'elle réponde exactement aux besoins. Même si vous n'avez pas le titre exact, voici le besoin principal de ce poste. Une phrase qui résume ce que le recruteur cherche vraiment. Voici mes expériences les plus pertinentes. Listez 3 à 5 expériences, même si elles ne sont pas identiques au poste. Reformule chacune de ces expériences en une phrase qui répond directement à ce besoin. Utilise le vocabulaire de l'offre. Ne mentez pas. Ceci va amplifier ce qui est vrai. Ce que ça produit, une candidature sur mesure, où votre expérience atypique devient une réponse directe aux besoins. Pas une excuse, une réponse. Prompt numéro 3. Utilisez ChatGPT. L'objectif, tester votre seuil de candidature.
pour identifier exactement où votre filtre interne se déclenche et pourquoi. Je vais te partager 5 offres d'emploi. Pour chacune, dis-moi en une phrase où je devrais postuler sur une échelle de 1 à 10. Ne tiens pas compte de mon ressenti, tiens compte uniquement des faits de mon parcours que je t'ai donné. Offre numéro 1, offre numéro 2, etc. Après les 5, dis-moi quel est le pattern que tu observes dans mes hésitations. Et ce que ça produit? Une cartographie de votre autosabotage. Les types de postes que vous évitez systématiquement. Et la vraie raison derrière chaque non. Parce que souvent, ce n'est pas l'expérience qui manque, c'est la confiance en la légitimité de l'expérience. Le marché ne peut pas choisir quelqu'un qu'il ne voit pas encore. Il ne peut pas évaluer un profil qui n'a pas postulé. Il ne peut pas reconnaître une valeur qui ne s'est pas exposée. L'autosabotage silencieux est le seul obstacle qui disparaît complètement dès le moment où vous décidez de ne plus le laisser faire. Si vous vous reconnaissez dans le cas de Corinne, cette candidate brillante qui filtre ses propres candidatures avant que le recruteur n'ait eu la chance de la lire, ou encore dans le cas d'Anne, qui annonce 50 000 € pour un profil qui en vaut au moins 70 000, parce qu'elle ne veut pas paraître trop gourmande, faites un diagnostic juste ici, en dessous. On va faire ce que j'ai commencé à faire avec Corinne et avec Anne. Identifier précisément les postes que vous vous interdisez, comprendre le filtre interne qui les bloque et construire la méthode pour le contourner. Pas le nier, mais le contourner. Parce que vous avez besoin de vous évaluer vraiment sur ce que vous valez vraiment. Parce que le recruteur ne peut pas vous choisir si vous ne lui en donnez pas la chance. Décidez aujourd'hui d'être vu, le reste, c'est leur travail. Vous êtes une leader, alors bienvenue chez Clever.